Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur French Retro et Vintage, le podcast dédié aux cultures rétro et vintage. Je suis Angie, votre présentatrice, et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Avant toute chose, je tenais à préciser 2 points. Premièrement, je suis actuellement malade, j'ai un bon vieux rhume des familles qui fait que j'ai la voix extrêmement enrouée et que je respire très mal. Je pense que ça doit s'entendre et je tenais à m'en excuser. Et je vis également dans un quartier résidentiel avec des voisins un petit peu bruyants, des bruits de voitures, des enfants qui passent, des chiens qui aboient. Je vais essayer de régler au maximum ces problèmes de son au niveau du montage, mais je tiens à m'excuser si vous avez encore un petit peu des bruits de circulation et de mes voisins. Je vais déménager prochainement à la campagne, donc ce petit problème devrait se régler prochainement, mais je tenais tout de même à m'en excuser. Avant de plonger dans le programme de ce premier épisode, je tenais à faire 2 présentations. Tout d'abord la mienne, mais également celle de ce podcast pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre qui je suis et pourquoi je me suis lancée dans ce projet. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, je m'appelle Angie, j'ai 27 ans et j'ai commencé à porter du rétro et du vintage en février 2018, après de nombreuses années d'hésitation et des tentatives un petit peu ratées. Ma passion pour le rétro et le vintage me vient d'un intérêt beaucoup plus profond pour l'histoire que j'ai depuis plusieurs années et plus particulièrement l'histoire du début du XXe siècle. Et ça vient également de mon autre passion qui est le vieil Hollywood sur lequel je fais énormément de recherches pendant mon temps libre. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis absolument pas une professionnelle ou une experte du rétro et du vintage, bien au contraire, j'apprends et je découvre tous les jours de nouvelles choses sur l'histoire de la mode, l'histoire du maquillage ou l'histoire sociale des décennies qui me fascinent tant, c'est-à-dire les années 1910 à 1980, je sais, ça fait une grosse fourchette. Mais c'est justement toutes ces recherches permanentes qui m'ont donné l'idée de créer ce que vous êtes actuellement en train d'écouter, à savoir le podcast French Retro et Vintage. C'est un podcast qui, chaque mois, visera à aborder les nombreuses facettes des tout aussi nombreux univers rétro et vintage. Je serai parfois assistée par des invités et je vous parlerai de cinéma, d'événements, de mode, de boutiques ou de bien d'autres choses pour partager avec vous mes recherches et mes découvertes. Chaque épisode comprendra plusieurs thèmes et segments récurrents et si vous souhaitez que je me penche sur un sujet en particulier, je vous parlerai à la fin du podcast des différents moyens de me contacter. Et sur ce, je vous propose de démarrer ensemble ce premier épisode. Lorsque je me suis lancée dans la création de ce podcast, une des premières étapes a été de choisir un nom et je suis très rapidement tombée sur cette idée de French Retro et Vintage. French car je suis française et je tenais à vous proposer ce podcast dans la langue de Molière, et rétro et vintage puisqu'il s'agit des thèmes que je souhaite aborder et développer via les différents épisodes. Et quand j'ai commencé un petit peu à parler de ce projet autour de moi, on m'a fait un commentaire que j'ai trouvé très intéressant, à savoir le commentaire de Angie, quand même, rétro et vintage, c'est la même chose. Est-ce que ça fait pas un petit peu redondant comme titre de podcast de mettre ces 2 mots-là? Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que la différence entre rétro et vintage n'était pas forcément ni connue ni évidente. Et je me suis rappelé que moi-même, au départ, quand je me suis lancée dans cet univers-là, je ne faisais pas forcément la différence entre le rétro et le vintage. Et c'est comme ça que je me suis dit que démarrer ce premier épisode par une définition du rétro et du vintage pouvait être une bonne idée. Et c'est pour cela que j'ai décidé de commencer ce premier épisode par une petite définition de ce qu'est le rétro et de ce qu'est le vintage, parce que je me suis rendu compte à travers les mois qu'il y a une vraie différence entre les deux, une différence qui peut être dans le sens, mais également au niveau du porte-monnaie, quand on fait par exemple du shopping, en particulier sur Internet. Alors qu'est-ce que le rétro? Qu'est-ce que le vintage? Quelle est la différence entre les deux? La différence principale entre le rétro et le vintage concerne la date de production. Pour rendre mon explication un petit peu plus simple à comprendre, je vous propose de prendre un exemple concret. Si je vous parle d'une robe vintage, c'est une robe qui a été produite dans le passé à une période précise. Par exemple, si je vous parle d'une robe vintage années 50, c'est une robe qui a été produite dans les années 50. La différence se trouve donc ici. Une robe rétro, ou un objet rétro, est un objet qui est produit aujourd'hui avec les méthodes de production actuelles. Il peut s'inspirer de la mode du passé, mais c'est un objet fabriqué aujourd'hui, un objet contemporain. Par exemple, les marques comme Collectif, Elle Bunny ou Lindy Bop, qui sont particulièrement populaires dans le milieu de la mode rétro et vintage, sont des marques rétro. Elles s'inspirent de la mode des années 40, 50, 60, mais les vêtements qu'elles vous vendent sont produits aujourd'hui. Un autre terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et qui peut peut-être ajouter un petit peu à la confusion, c'est le terme de reproduction, qu'on utilise beaucoup dans le domaine vestimentaire notamment. C'est un mot qui est employé pour désigner des vêtements produits aujourd'hui, mais en utilisant des patrons des années 40, 50 ou même plus anciens, avec également des tissus fabriqués de la même façon ou avec les mêmes motifs que les tissus de l'époque en question. Un bon exemple de marque qui propose des vêtements
dit reproduction, c'est The House of Foxy, qui est une marque britannique et qui propose ce genre de vêtements. Donc pour récapituler, vintage c'est un produit à une époque précise du passé, et rétro c'est un produit réalisé aujourd'hui et qui s'inspire du passé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est important de connaître la différence entre rétro et vintage? Eh bien, tout simplement, si comme moi vous achetez beaucoup sur Internet et beaucoup de seconde main, que ce soit dans des boutiques physiques ou sur Internet, comme je l'ai mentionné, connaître la différence entre rétro et vintage, c'est très important. Sur des sites comme Vinted ou Etsy, le marché de la seconde main a explosé ces dernières années, et avec ça, malheureusement, les arnaques aussi sont de plus en plus répandues. En effet, les vêtements vintage coûtent en général un certain prix, même si bien sûr les bonnes affaires existent et qu'avec le développement de la seconde main et des marchés sur Internet avec Vinted et Etsy, etc., il y a des prix de plus en plus intéressants de nos jours. Ça coûte quand même un certain prix le vintage en raison de la rareté des vêtements, des textiles utilisés, des patrons qui étaient un peu plus complexes aussi, et des méthodes de production très différentes de celles que nous avons aujourd'hui. Alors qu'en comparaison, les produits rétro sont en général un peu plus abordables puisque produits à une plus grande échelle, avec plus de machines modernes aussi. Et parfois, certains vendeurs peu scrupuleux, notamment sur Internet, où on ne peut pas vérifier le vêtement, on va dire de visu, n'hésitent pas à gonfler un petit peu leur prix ou à faire passer des vêtements modernes pour des vêtements vintage. Et c'est comme ça que les arnaques peuvent se passer. Donc du coup, connaître cette différence peut vous permettre d'être un petit peu plus vigilant en faisant votre shopping et de ne pas vous faire avoir par des vendeurs peu scrupuleux. Ça peut vous permettre également de mieux connaître également les ordres de prix, par exemple, un vêtement produit dans les années 90, puisqu'aujourd'hui on peut parler de vintage pour les années 90, n'aura pas forcément le même prix qu'un vêtement qui a été produit par exemple en 1890, donc beaucoup plus rare et donc forcément beaucoup plus cher. En tout cas, j'espère que cette petite précision et cette petite définition du rétro et du vintage permet de vous y voir un peu plus clair. Je vous propose de maintenant passer au segment suivant. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, j'ai l'intention de vous présenter chaque mois des segments un peu récurrents, et l'un d'eux sera un segment que j'ai choisi d'intituler Back to the Past, dans lequel je vous parlerai un petit peu d'histoire ou d'événements qui se sont passés au cours du XXe siècle. Et pour commencer, j'ai décidé de me pencher sur un sujet qui me passionne énormément, à savoir le vieil Hollywood. Et je vais commencer par vous raconter une petite anecdote sur comment je suis tombée dans cette passion pour le vieux cinéma hollywoodien. Pendant l'hiver 2017, j'ai fait un stage sur l'île de Wight en Angleterre. C'est une magnifique île qui se trouve au sud de l'Angleterre. Vous pouvez y accéder depuis Southampton en ferry notamment. Et c'était un stage rémunéré mais qui ne me permettait pas de faire de grosses folies financières. Alors du coup, je cherchais des activités qui ne me coûteraient pas très cher. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'un des centres d'art de la ville où j'étais en stage proposait des diffusions de films en noir et blanc gratuitement. Alors j'étais familière avec pas mal de films qu'on peut qualifier de classiques, comme les films de Marilyn Monroe, d'Audrey Hepburn ou encore Laurence d'Arabie, un film interminable mais incroyable, et je dois quand même avouer que malgré ces quelques films que je connaissais, ma connaissance du vieil Hollywood était très limitée. Le film que j'ai vu ce jour-là, c'est It Happened One Night, un film de 1934 réalisé par Frank Capra. C'est un film absolument culte d'un réalisateur tout aussi célèbre, qui est sorti en 1934 et dans lequel on retrouve Clark Gable, qui interprète un reporter qui, en voyageant dans un bus, rencontre une jeune héritière jouée par Claudette Colbert qui s'enfuit de la maison familiale en raison d'un désaccord avec son père. Alors pour nous, personnes de 2019, plusieurs décennies après la sortie de ce film, l'histoire ne paraît peut-être pas très intéressante, mais à sa sortie, le film fut un vrai succès critique et commercial. Il reste toujours très intéressant à voir aujourd'hui. Il a remporté 5 Oscars, dont 2 pour les acteurs principaux, et c'est ce film qui m'a ouverte au monde et à l'histoire du vieil Hollywood sur lequel je fais des recherches depuis plus de 3 ans maintenant sur mon temps libre. Et c'est grâce à ces recherches que j'ai découvert ce que je considérais une vraie pépite et une vraie mine d'informations, les fan magazines. Si comme moi, vous avez été adolescent ou adolescente au début des années 2000, le terme fan magazine vous évoquera peut-être l'image du bureau de tabac du village, où entre des exemplaires d'Automoto et Marie-Claire s'étalaient des couvertures bariolées, vous promettant entre une rubrique astro pour savoir si Kevin de 4ème B en passait pour vous ou non, de vous dévoiler tous les secrets de la relation entre Laurie et Billy Crawford, ou encore le plat préféré de Matt Dillingcup, des informations capitales quand on a 14 ans. Et au début du XXe siècle, c'était à peu de choses près la même chose. Je pourrais consacrer plusieurs heures aux histoires du vieil Hollywood, un univers absolument fascinant et sur lequel je reviendrai très certainement dans les podcasts à venir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma au début du XXe siècle, c'est une toute nouvelle machine. Et pourtant, certains ont flairé très tôt le bon filon que ça pouvait représenter, puisqu'en 1911, presque simultanément, 2 magazines, ou fan magazines,
sont créés pour parler du cinéma et des stars du silver screen. Il s'agit de 2 magazines américains et le premier s'appelle Photoplay. Il a été fondé dans la ville de Chicago et Photoplay fut sans aucun doute l'un des magazines les plus influents dans le domaine du cinéma. 10 ans après sa création et 8 ans avant la mise en place des Academy Awards ou Oscars, tels qu'on les connaît le plus communément, ce magazine a mis en place un prix décerné par son équipe chaque année aux films considérés par les éditeurs comme le plus réussi. Le second fan magazine américain dont je voulais vous parler a également vu le jour en 1911. Il s'agit de The Motion Picture Magazine, un mensuel qui se distinguait de son concurrent par sa page Courrier des lecteurs, dans laquelle les lecteurs du magazine pouvaient poser des questions sur l'industrie du cinéma. La longévité de ces 2 magazines est vraiment impressionnante puisque The Motion Picture Magazine a été publié jusqu'en 1977, tandis que Photoplay sortira son dernier numéro 3 ans plus tard, en 1980. Malheureusement, si j'ai pu voir beaucoup de numéros de ces magazines sur internet, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des exemplaires de ces magazines entre les mains. Par contre, je possède des copies de 2 magazines européens dont je voulais vous parler aujourd'hui. Commençons par un magazine français qui porte le très beau nom de Paris Hollywood. J'ai la chance d'en posséder un bon nombre grâce à ma belle-sœur qui est tombée dessus dans une brocante. Il est assez difficile tout de même de trouver des informations complètes sur ce magazine et sur son histoire, mais les numéros que j'ai sont issus de périodes très variées et montrent bien l'évolution de ce magazine, ce que je vais vous détailler un petit peu dans les instants à venir. D'après ce que j'ai pu trouver sur internet, Paris Hollywood a été fondé vraisemblablement en 1947 et il se présentait comme un magazine destiné aux amateurs de cinéma, mais très vite on remarque un double angle d'attaque chez eux. De prime abord, on a l'impression que le magazine, avec ses articles axés sur les nouvelles sorties et surtout sur les potins, par exemple j'ai un numéro qui parle des conquêtes de Marlon Brando, s'adresse aux adolescentes ou aux jeunes femmes. Une impression qui est vraiment renforcée par les nombreuses publicités qui se trouvent sur la dernière page ou à travers le magazine pour des produits capillaires, des horoscopes ou encore des offres pour recevoir des photos dédicacées d'acteurs et actrices célèbres. Par exemple, il y avait une offre pour avoir des photos de Jean Marais ou Gérard Philippe. Mais on se rend compte aussi très rapidement que le magazine vise un public plus adulte dans le sens coquin du terme, avec des photos qu'on pourrait qualifier de sexy et des légendes qui renforcent un petit peu cet aspect. Et ce qui au départ était plutôt des allusions coquines soft s'est transformé avec les années, excite les articles sur les nouvelles sorties du grand écran et bonjour aux photos de nus. Paris Hollywood a progressivement changé de registre et de place dans les bureaux de tabac. C'est le magazine qu'on vient acheter et qu'on cache sous une autre revue, l'air de rien, avec désormais une grande double page centrale, l'équivalent de la pin-up du mois chez Playboy, un virage tenu jusqu'au dernier numéro, vraisemblablement à la fin, au milieu des années 70, en 74, c'est là que j'ai pu trouver le dernier numéro. Et d'après les recherches que j'ai pu faire, le magazine aurait également été diffusé au Danemark et en Angleterre, mais je ne suis pas parvenue à en trouver des exemplaires. Je tenais à mentionner ce virage que je trouve assez intéressant de Paris Hollywood, qui est passé d'un magazine cinéma à un magazine, on va dire, de photos de charme, puisqu'en fait, cinéma et nudité ont été des thèmes qui ont été très longtemps entremêlés. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup des premiers films hollywoodiens étaient très souvent des films où on pouvait voir beaucoup de nudité, c'est dans les films qu'on appelle pré-code. Puis progressivement, justement avec l'établissement du code hollywoodien, les films sont devenus beaucoup plus prudes, beaucoup plus carrés par rapport à ce qu'on pouvait et ne pouvait pas montrer au cinéma. Et par la suite, nombreuses ont été les stars qui ont eu des scandales un petit peu en rapport avec la nudité. On peut par exemple penser à Marilyn Monroe lorsque ses photos de charme ont été dévoilées. Mais du coup, je trouve ça intéressant de voir quand même le fait que ce lien un petit peu étrange et étroit entre nudité et cinéma a été repris de cette façon-là par ce magazine. Si vous souhaitez que j'aborde un peu plus en détail toute cette histoire du vieil Hollywood dans des futurs épisodes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous expliquerai à la fin du podcast comment me contacter pour me donner un petit peu vos impressions. Le second et dernier magazine dont je voulais vous parler se rapproche davantage des ouvrages américains que j'ai abordés précédemment. Il s'agit d'un magazine anglais, The Picture Goer, qui a été également fondé en 1911, comme Photoplay et The Motion Picture Magazine, et il parut jusqu'en 1960, année pendant laquelle le magazine fut associé à une revue musicale avant de disparaître complètement. Contrairement à Paris Hollywood, The Picture Goer est un magazine beaucoup plus sage, proposant des articles relativement complets sur les nouveaux films, leur production et même des reviews très détaillées des nouvelles sorties, avec des présentations des starlettes montantes. Les numéros que je possède sont des années 40, l'âge d'or de ce magazine, qui connaît une vague de succès à l'époque, mais vous pouvez en trouver assez facilement dans des brocantes au Royaume-Uni ou dans des salons vintage ou même dans certains magasins. Comme je l'ai mentionné, l'âge d'or de The Picture Goer, ça a été vraiment les années 40, et le magazine a ensuite connu une forte concurrence de la part d'autres magazines
une concurrence plus féroce, plus moderne, beaucoup moins axée sur le cinéma et beaucoup plus sur les potins, ce qui a décidé les éditeurs à proposer des articles un petit peu plus racoleurs. Ce qui est intéressant avec tous ces magazines-là, c'est en fait le fait que, malgré le fait qu'il s'agissait de fan magazines, c'était également des magazines dont se servaient les studios pour pouvoir mettre en avant de nouvelles stars, pour pouvoir parler de leurs films et faire de la publicité. Il n'était pas rare d'ailleurs que les publicistes des studios écrivent directement des articles destinés à être publiés dans ces magazines. Il n'est pas rare de tomber sur ces magazines ou d'autres dans des brocantes, vide-greniers, foires ou festivals vintage. Comme je suis passionnée par le cinéma, le vieil Hollywood, je les trouve particulièrement intéressants, non seulement pour les photos et les articles, mais aussi parce qu'ils nous montrent que quelque part, nous n'avons pas tant changé que cela. Quand on feuillette ces magazines, on se rend compte que les potins ou la course pour atteindre un idéal de beauté représenté par des stars était déjà très présent à l'époque. Comme il est difficile de se rendre compte par un podcast à quoi peuvent bien ressembler ces magazines, j'ai scanné pour vous quelques pages et couvertures que vous pourrez retrouver sur le compte Instagram du podcast, FRVPod. Maintenant que nous avons parlé du passé, je vous propose de nous lancer dans un autre segment qui sera cette fois consacré au présent et à l'actualité, un segment que j'ai choisi de nommer Métro Boulot Rétro. Il y a quelques semaines s'est déroulée la D23 Expo, une convention autour de l'univers Disney aux États-Unis, qui est un gros événement pour les fans. On y parle non seulement des nouveaux projets cinéma de Disney, mais aussi des modifications pour les nombreux parcs, et c'est également l'occasion pour les fans de rencontrer des légendes de l'univers Disney, que ce soit des acteurs, des doubleurs, etc. Pour les fans de rétro et vintage, c'était aussi l'occasion de se retrouver et de découvrir la nouvelle collection de la marque Besame Cosmetics, une nouvelle collaboration avec Disney autour d'un film culte, La Belle au bois dormant, et j'ai eu envie de vous présenter un petit peu cette marque spécialisée dans le maquillage rétro, inspirée par de vrais produits des années 1920 à 1970. Avant toute chose, je tenais à préciser le fait que je ne suis absolument pas sponsorisée par cette marque pour vous en parler. Je pense même que Besame Cosmetics ignore mon existence et celle de ce podcast. Besame Cosmetics est une marque de cosmétiques américaine qui a été créée par Gabriela Hernandez, qui est originaire de Buenos Aires. Elle se passionne depuis toujours pour la mode et plus particulièrement pour le maquillage, une expertise qu'elle a développée en devenant historienne spécialisée dans ce domaine, en étudiant le maquillage au cinéma, mais également celui porté par les femmes dans la vie de tous les jours. C'est de cette passion que naît Besame Cosmetics en 2004, une entreprise destinée à proposer des produits de maquillage qui reproduisent des formules, teintes et tendances du passé. La marque a d'abord commencé par proposer des rouges à lèvres, puis petit à petit la collection s'est étoffée et a commencé à faire du bruit, notamment avec un de leurs produits phares, à savoir le mascara solide qui s'applique avec une brosse imbibée d'eau pour représenter tout simplement une ancienne méthode d'application de mascara. Ce qui est intéressant avec Besame, c'est que chacun de leurs produits présente également une histoire qui est expliquée notamment sur leur site internet avec des sources ou des anecdotes sur comment a été créé ce produit, quelles sources ont été utilisées pour la création, les images des teintes ou des vraies archives qui ont été utilisées par les créateurs pour proposer ce nouveau produit. Une autre source intéressante pour comprendre un petit peu mieux Besame Cosmetics et l'élaboration de leurs produits, c'est leur podcast qui, avec un nouveau numéro chaque mois, permet à la marque de présenter non seulement les nouvelles collections, mais également leur histoire, avec également des interviews d'invités connus dans le domaine cosmétique et plus particulièrement du cinéma. Comme vous l'aurez retenu grâce à mon explication du début, Besame Cosmetics, c'est une marque de cosmétiques rétro, c'est-à-dire que les produits sont produits aujourd'hui mais s'inspirent de vraies modes et vraies tendances des années 20 à 70. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point Gabriela Hernandez, notamment sur son Instagram, est investie dans le processus de production. Elle fait énormément de recherches à la sortie de chaque nouveau produit. Et d'ailleurs, si vous allez sur leur site, vous pourrez vous rendre compte que les produits sont souvent associés à une année précise ou à une période précise, ce qui montre bien le fait qu'il y a des vraies recherches poussées qui ont été faites pour chaque teinte, chaque rouge à lèvres, chaque palette de maquillage. Avec les années, Besame a gagné une reconnaissance internationale. Ils ont une boutique physique à Burbank et également un site internet. Alors je crois que leur boutique physique, dans laquelle je me suis jamais rendue, présente aussi un côté un peu musée sur l'histoire du cosmétique et notamment du cosmétique au cinéma. Il y a quelques années, la marque a commencé une collaboration qui perdure toujours avec Disney pour proposer des collections thématiques. Il y a par exemple eu Blanche-Neige 1937 ou encore Agent Carter 1946 ou plus récemment Mermaid Lagoon qui est inspirée de la scène des sirènes dans Peter Pan. Les années ajoutées dans le nom de la collection correspondent à l'année de sortie du film
ou dans le cas d'Agent Carter, l'époque à laquelle se déroule l'histoire, ainsi qu'à l'époque utilisée comme inspiration par la marque pour produire cette collection. Dans le cas de cette nouvelle collection consacrée à La Belle au bois dormant, 1959, Besame Cosmetics a mis la barre très haut avec de très nombreux produits. On retrouve plusieurs rouges à lèvres, qui est un des produits phares de la marque, mais également une palette de blush, des fards pour les yeux, un miroir et tout un tas d'autres objets. Chaque produit est présenté dans un packaging très intéressant puisque ce sont des images tirées du film et en général ces images-là contiennent des couleurs qui sont utilisées dans les produits eux-mêmes. Ça, c'est un processus qui est très intéressant chez Besame Cosmetics quand ils travaillent à partir de films Disney. Gabriela Hernandez se rend dans les archives Disney pour trouver les teintes exactes utilisées pour la colorimétrie des films pour pouvoir avoir exactement la même teinte, ce qui est très intéressant comme pratique. Et si vous allez faire un petit tour sur le site internet, vous verrez que chacun des produits présente une description qui explique un petit peu comment il a été conçu et de quelle scène ou de quel élément du film en particulier il est inspiré. Alors en ce qui me concerne, j'ai déjà eu l'occasion de tester des produits de chez Besame Cosmetics. Il s'agissait de produits sortis lors de la collection Agent Carter, que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que les teintes étaient vraiment très intéressantes et très pigmentées. J'avais également testé leur poudre pour le visage, qui est une de mes préférées. Malheureusement, je l'ai finie. Et j'ai donc décidé de tester également cette collection en commandant, comme je l'ai dit, une nouvelle poudre pour le visage, vu que j'avais terminé celle que j'avais déjà. Malheureusement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles cet épisode sort un petit peu plus tardivement que prévu, je n'ai toujours pas reçu ma commande passée il y a près d'un mois maintenant. D'après ce que j'ai compris, Besame Cosmetics, qui a ouvert pour la première fois leur livraison à l'international pour cette collection, rencontre de très nombreux problèmes avec les livraisons internationales. Mon produit a été perdu, il a été réexpédié, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Ça va faire à peu près un mois que j'ai commandé et du coup j'avais prévu de vous faire une petite revue de ce que j'avais acheté, mais je pense que le temps que je reçoive le produit, je n'aurais pas pu sortir l'épisode à temps. Donc ce que je vous propose, c'est une fois que j'aurai reçu le produit, que j'aurai eu l'occasion de le tester, je vous en parlerai sur la page Instagram du podcast. Pour terminer ce premier numéro de French Retro et Vintage, je vous propose de découvrir un autre segment que je souhaite vous proposer à chaque épisode. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de créer ce podcast, c'est le fait de pouvoir partager ma passion avec le reste de la communauté rétro et vintage qui est très présente sur les réseaux sociaux. Chaque mois, je vous proposerai donc une rencontre ou interview d'une personne en lien avec le rétro vintage, et il pourra s'agir de personnes passionnées, de créateurs, blogueurs de ce milieu, ou encore de personnes professionnelles dans le domaine du rétro et du vintage, par exemple des gens qui ont une boutique ou qui créent des bijoux, ce genre de choses. Avec le temps et une meilleure organisation technique, j'espère vous proposer des vraies interviews enregistrées, mais en attendant que cela soit possible, j'espère que vous apprécierez ces petits portraits. Pour inaugurer ce segment, j'ai la chance de vous présenter non pas une, mais deux passionnés de mode rétro et vintage francophones que j'ai rencontrés via les réseaux sociaux et qui ont accepté de répondre à mes questions afin que je puisse dresser pour vous leurs portraits. Il s'agit du couple formé par Hélène, 26 ans, et Marine, 23 ans, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous les pseudonymes respectifs de Miss Velvet Vixen et Miss Cruel Babe. J'ai découvert leur univers il y a quelques mois et j'ai tout de suite beaucoup aimé leur style et leur côté pétillant. Une des questions que j'aime beaucoup poser aux personnes que je rencontre dans cette communauté, c'est de savoir comment elles sont tombées dans la marmite du rétro et du vintage. Et elles m'ont toutes les deux parlé d'une référence que j'ai trouvée très intéressante et dans laquelle je me suis un petit peu reconnue. Je pense que c'est une référence qui parlera à nombre d'entre vous. Il s'agit du groupe Superbus, un groupe de musique français qui est mené par Jennifer Ayash et qui fête en 2019, tenez-vous bien, ses 20 ans d'existence. Comme Miss Velvet Vixen et Miss Cruel Babe le soulignent très justement, la musique et l'esthétique du groupe est grandement influencée par le rétro et surtout le rockabilly. Avec son look reconnaissable immédiatement, le rouge à lèvres, les coiffures un petit peu queue de cheval, l'utilisation du rouge, noir et blanc, ou encore les rayures, Jennifer Ayash a été pour nos deux invités une porte d'entrée dans cet univers. D'autres inspirations se sont depuis ajoutées, elles ont par exemple évoqué des grandes icônes glamour comme Marilyn Monroe, Dita Von Teese ou encore Ava Gardner, mais également les pin-up de Gil Evgren et Mali Siri, un sujet que je compte aborder dans un prochain podcast. Miss Cruel Babe et Miss Velvet Vixen se sont pleinement lancées dans la mode rétro et vintage depuis quelques mois, et je vous encourage d'ailleurs vivement à visiter leur Instagram que je vous partagerai sur le compte du podcast, en s'inspirant principalement de la mode des années 40 au début des années 50, avec un intérêt pour Miss Velvet Vixen pour les années 30 également. Mais cette passion dépasse le vestimentaire puisque leur décoration puise également des inspirations vintage et elles souhaitent développer ça également à l'avenir.
Une autre question que j'aime beaucoup poser aux personnes que je rencontre est la suivante. Quel conseil donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le rétro et vintage, puisque c'est pas forcément évident de sauter le pas et de se lancer dans ce style vestimentaire-là. Et c'est une question que je reçois énormément de la part de personnes qui n'osent pas se lancer, qui ont un petit peu peur du regard des autres et de la façon dont ils vont être un petit peu jugés. Et je trouve ça intéressant de voir ce que les autres personnes peuvent y répondre. Hélène Desmarines conseille, et c'est en effet un très bon point, de faire des recherches, de se documenter, et de regarder notamment des archives, des films, des documentaires, des photos, non seulement pour s'inspirer, mais également pour trouver ce qui vous correspond. On y gagne beaucoup à être curieux, et c'est vrai que le rétro et le vintage, comme vous le verrez non seulement avec cet épisode, mais ceux à venir, c'est très vaste, et on peut trouver tout un tas de styles. Vous pouvez trouver quelque chose qui vous correspond, et puiser dans différentes inspirations pour créer votre propre univers. Et c'est sur ces mots que se termine le premier épisode de French Rétro et Vintage. J'espère que ce premier épisode vous plaît. En tout cas, moi j'ai énormément aimé le préparer. Je tenais à remercier encore une fois Miss Cruel Babe et Miss Velvet Vixen pour leur participation. C'est vraiment super gentil de leur part d'avoir accepté de répondre à mes questions. En attendant la sortie du prochain épisode de French Rétro et Vintage courant octobre, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur FRV Pod, le compte Instagram du podcast sur lequel je partage des éléments complémentaires au contenu de l'épisode, et sur That Most Peculiar Mademoiselle, qui est mon compte personnel. Si vous avez envie de partager vos impressions, si vous avez envie de me proposer un sujet ou de communiquer votre expérience rétro et vintage, vous pouvez également me contacter à l'adresse mail du podcast qui est retrovintagefrench, tout attaché, @gmail.com. Merci de votre écoute et à très vite!